L'avenir d'Internet se joue-t-il sous les mers? Des centaines de milliers de kilomètres de câbles relient les continents en passant sous les océans. On peut avoir l'impression qu'Internet c'est surtout une histoire de Wi-Fi ou de 4G. Eh bien, c'est faux. Ce sont 340 câbles sous-marins qui engloutissent 99% du trafic transcontinental. Oui, rien de plus tangible finalement que l'Internet. Laissez-moi d'ailleurs vous raconter une petite histoire. En 2010, un câble de 4600 km reliant Tahiti en Polynésie française à Hawaï est mis en service. Son nom, Onotua. À Hawaï, les populations autochtones y ont vu une marque de plus de la domination des Américains sur leur archipel. Les Tahitiens, en revanche, ont fêté l'arrivée de ce câble en posant à Papenou, là où le câble atterrit, une stèle en l'honneur d'Onotua. Parce que Onotua, c'est aussi un nom faisant écho à la mythologie locale et aux voyages ultramarins. En tout cas, il est urgent de s'intéresser à ceux qui, derrière cet immense réseau sous-marin, tirent les ficelles. Je veux parler des maîtres des câbles. Pour que notre Internet turbine à plein régime, les 1400 satellites qui tournent autour de la Terre ne servent à rien. Non, sans câble de fibre optique, impossible d'envoyer à peu de frais vos photos du mont Fuji à Tata Judith qui ne sort jamais de chez elle à Vienne. D'où ce principe fondamental aujourd'hui en géopolitique. Plus les câbles sont loin, plus on s'éloigne de la marche du monde. Logique, qui veut conquérir la planète doit maîtriser les grands axes. Pour notre affaire, tout a commencé au 19e siècle avec le bon vieux télégraphe. 1850, un premier câble sous-marin est tiré entre la France et le Royaume-Uni. L'enjeu, gagner en temps et en fiabilité dans la transmission des informations entre ces deux puissances. Très vite, parce que les pouvoirs politiques sont liés à ceux de l'argent, les empires coloniaux sont raccordés aux métropoles. Terre-Neuve ou Key West, Alger ou Bombay, Singapour ou Hong Kong, voici venu le temps des réseaux sous les mers, première génération. 1988, on change de monde avec l'inauguration du premier câble de fibre optique. Et ça tombe bien, parce que les années 90, c'est aussi l'essor de l'Internet. C'est pour toutes ces raisons que les Américains, les Britanniques, les Français ont gardé la main sur la plupart des consortiums très fermés qui gèrent ces câbles sous-marins. D'ailleurs, ces trois puissances restent à ce jour au cœur du réseau, et ça saute tout de suite aux yeux. Pour tout vous dire, ces câbles sous les mers qui nous rendent toujours plus interdépendants, ils ne coulent pas des jours tranquilles. Ils suscitent même des convoitises, à commencer par ceux qui n'y voient que de simples tuyaux susceptibles d'être revendus à la découpe. C'est comme ça qu'en 2007, des pêcheurs vietnamiens ont malencontreusement prélevé 43 km de câbles fibre optique filant vers Hong Kong. Il faut dire que les autorités les avaient bien autorisés à faire de la récup sur des câbles traînant dans les parages depuis la guerre du Vietnam. Mais depuis lors, verboten, zone interdite, les autorités ont trop à perdre dans ce genre d'affaires. Évidemment, à l'heure des transactions à haute fréquence, le temps de l'information, c'est plus que jamais de l'argent. Cela dit, la politique continue d'avoir des conséquences bien réelles sous les mers. Un exemple, le bien nommé Brexit 1. Brexit 1, c'est le nom d'un projet de câble qui doit relier directement New York à Singapour en passant par Marseille. Et oui, comme l'a bien expliqué l'un des investisseurs indiens derrière Brexit 1, plus besoin de passer par la City de Londres, bootée hors de l'Union européenne en 2016 par un référendum. Allez savoir pourquoi. En tout cas, s'il y a une idée à retenir, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, tout miser sur un seul et même câble. Pourquoi ? Parce que maîtriser les câbles, c'est aussi contrôler l'accès à l'information. Et ça, le président camerounais Paul Biya, 35 ans de pouvoir au compteur, il en sait quelque chose. Les deux régions anglophones du Cameroun sont souvent considérées comme le poumon économique du pays. Mais bizarrement, ce sont aussi les régions les plus mal loties en services publics. Oui, le pouvoir francophone ne s'en est jamais vraiment préoccupé. Alors, pour tenter de mater la colère des anglophones qui monte ces derniers mois, Paul Biya n'a pas hésité en 2017 à couper l'Internet pendant 183 jours, soit près de 6 mois au total. À ce stade, ce qu'il faudrait ajouter, c'est ceci. Peu importe le contrôle du câble si on est capable de l'espionner.
Et c'était là l'enjeu des révélations, en 2013, du lanceur d'alerte Edward Snowden. Ce qu'il avait dénoncé, l'utilisation par les services secrets américains de systèmes ultra discrets capables de copier les données circulant sous les mers. Mais ce qu'il y a de vraiment marquant ces dernières années, c'est la montée en puissance des GAFAM. Et oui, encore eux. 40% des commandes auprès des câbliers viennent à présent des Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft. D'ailleurs, Facebook et Microsoft vont bientôt mettre en service Maria. Maria, c'est un câble de 160 terabits par seconde reliant l'Europe aux États-Unis. Et à ce jour, c'est le câble le plus puissant au monde. Parce qu'il faut bien les transporter, toutes nos vidéos de chatons qui nous font tant liker. Pour finir, j'ai bien envie de vous parler d'un projet de câble qui nous emmène au Brésil. Son nom, Eulalink. L'idée d'Eulalink, c'est d'abord de relier directement l'Europe à l'Amérique du Sud. Mais c'est surtout de travailler sur un nouveau modèle de gouvernance de câbles sous-marins. Comment? En réservant une partie du trafic pour des laboratoires scientifiques, mais aussi pour des ONG menant des activités d'intérêt public. Oui, parce qu'au fond, la question, elle est peut-être là. Ne faudrait-il pas désormais considérer ces câbles sous-marins comme un bien public mondial ou comme un truc qui nous concerne tous? On l'a bien vu, les câbles ont toujours été contrôlés par une poignée d'apifious. Mais si les grands opérateurs de télécommunications se voient aujourd'hui rattrapés par les GAFAM, les internautes, eux, n'ont toujours pas voix au chapitre. Vous voyez le topo ?